Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Salutations, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique et expert en intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur la présentation générale de l'impact actuellement sur l'IA dans le monde de la technologie, mais également la manière dont les IA aujourd'hui, dans leur forme d'agents intelligents, sont perçus par le grand public. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va se concentrer uniquement sur une seule chose aujourd'hui, c'est-à-dire que la question à laquelle je vais essayer d'y répondre et à laquelle je vous soumets justement votre réflexion, votre sagacité, c'est de comprendre ensemble pourquoi est-ce que on a cette impression, mais qui n'en est pas une, mais qui se confirme par une tendance, en tout cas beaucoup plus forte entre guillemets, mais pourquoi on a cette impression que depuis l'avènement moderne de l'IA par ChatGPT par exemple, actuellement on a très peu de cas d'usage qui font réellement sens ou bien qui créent un impact de valeur ajoutée assez puissant. C'est vrai qu'on a tous été époustouflés, bluffés par la venue de ChatGPT. Évidemment, je vais revenir un tout petit peu là-dessus, ce qui a réellement fait en sorte que notre cerveau s'est dit, bah, on est en face de nous un outil très très puissant, mais d'autre côté comme ça, depuis la toute première version de ChatGPT, faut le dire ainsi, c'est que quand on observe l'écosystème et les cas d'usage qui sont de plus en plus déployés, on voit bien que, bah, en termes d'évolution, alors peut-être que je suis quelqu'un qui est trop optimiste, mais en termes d'évolution et de game changer sur des cas d'usage qui comptent réellement, tel que ça a été le cas par exemple avec ChatGPT, il y en a très peu. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui va sortir, ce sont des versions de ChatGPT clonées qui, pour la plupart, se ressemblent toutes. La plupart des solutions qui sont présentées comme des solutions IA, vous regardez, vous tombez toujours sur des interfaces plus ou moins avec une ressemblance à la ChatGPT ou à Claude, etc. Voilà. Donc, c'est ça la question véritablement à laquelle j'essaie d'y répondre aujourd'hui. Alors, premièrement, il faut déjà revenir sur ce qui a fondé, on va dire, la réputation de ChatGPT. Ça a été vraiment un game changer pour plusieurs raisons, mais je vous en donne quelques raisons ici. Premièrement, le fait que, pour la toute première fois, avec le modèle des transformers, qui est donc l'architecture derrière qui sous-tend les LLM, le grand modèle de langage, nous avons pu avoir un modèle qui est capable de donner l'impression, je précise bien, et les mots sont pesés, de donner l'impression de comprendre le langage naturel de manière plus poussée par rapport aux versions d'avant. Parce que, petit historique, hein, l'IA ne date pas d'aujourd'hui et les approches pour mettre en place l'IA ou bien pour comprendre les tâches humaines ne sont pas des pratiques qui sont venues parce que ChatGPT ou parce que OpenAI est venu avec ChatGPT. Il y avait déjà, par exemple, pour citer par exemple quelques ancêtres de ChatGPT, les modèles Ngram, les modèles où, par exemple, l'utilisateur tapait une phrase et le corpus d'entraînement était effectué de manière à ce que l'outil, donc le système IA, allait rechercher les N mots, d'accord, de la phrase par rapport au vocabulaire, au dictionnaire en question. Donc, si on prend un modèle bigram, par exemple, donc 2 grammes, entre guillemets, le modèle, pour comprendre ce que voudrait dire l'utilisateur, le modèle se déplaçait de 2 mots par période. Et c'est comme ça qu'il faisait donc le calcul statistique, donc le nombre d'occurrences de mots qu'il trouvait dans son corpus de vocabulaire entraîné par rapport justement à la probabilité que ces 2 mots-là pouvaient être se suivre de manière très très proche. Donc ça, c'est vraiment les modèles qui, comme ça, ont permis petit à petit à mieux comprendre les difficultés à comprendre le langage naturel. Plus on a évolué avec ces modèles-là, parce qu'il y avait une limite effectivement qui a été rencontrée, parce que plus vous augmentez la taille de n, donc 2, donc si n égale 2, donc on se déplace de 2 caractères, de 2 mots, si n égale à 3 mots, etc., bah, la puissance en fait effectivement de recherche et de fait de trouver
en termes de vraisemblabilité, le nombre de caractères autour de n mots exacts, d'accord, parce qu'il faudrait que l'ordre soit aussi pris en considération, bah ça créait par exemple une perte de compréhension, une perte de mémoire, et donc en mathématiques, quand on entraîne des modèles avec le machine learning, cela se retrouve dans ce qu'on appelle la perte du gradient stochastique pour certaines personnes qui calculent cela. C'est par exemple typiquement ce que vous avez fait lorsque vous étiez en classe de terminale, dans le calcul de trouver en fait, de maximiser une fonction à travers le calcul dérivé, de trouver les minima et les maxima. Bon bref, je vais peut-être un peu dévier, enfin je suis peut-être allé trop loin, juste pour vous dire que avant le modèle des transformeurs, avant l'avènement des transformeurs, qui est venu justement avec le cœur que l'on appelle la tension, d'accord. Je reviendrai après sur ce thème-là, mais il y avait déjà des modèles assez élaborés pour appréhender le langage naturel, donc pour commencer à appréhender le langage naturel. On avait déjà des prémices, mais simplement la question de l'échelle n'était pas quelque chose qui était réglé à ce niveau-là, parce qu'évidemment, vous voyez, même si vous avez une taille de vocabulaire assez gigantesque, toujours est-il que prendre en considération n mots et les fetcher, les matcher dans votre base documentaire et de savoir quels sont les mots qui entourent votre phrase effectivement, ça c'est quelque chose qui était difficile à résoudre. Donc les transformeurs, grâce à la tension justement, suivez bien, a permis à ce que, quelle que soit la position d'un mot dans une phrase donnée, bah, on peut calculer un score de corrélation entre ces deux mots-là par rapport à l'ensemble des autres mots. Donc vous prenez un mot en référence, vous calculez le lien entre ce mot-là avec tous les autres mots de la phrase et vous les classez par ordre de densité, de corrélation, c'est-à-dire, entre guillemets, de manière logique au quotidien, ce mot par rapport à tel mot, combien de fois on pourrait potentiellement les retrouver dans un corpus de dictionnaire et par la suite maintenant comprendre dans quel champ sémantique ces deux mots-là sont utilisés. Voilà réellement ce qui a fait la différence avec les transformers et par conséquent les IA modèles, donc ChatGPT qu'on a vu jusqu'aujourd'hui. Tout le reste n'a été que, depuis l'avènement de ChatGPT, une amélioration de cette architecture de manière précise. Ce qui a permis évidemment donc de donner les modèles de Retrieval Augmented Generation, des RAG par exemple, après du fine-tuning, etc. Toujours est-il que, quand on regarde l'évolution comme ça des modèles IA aujourd'hui et des cas d'usage en entreprise, on voit bien que la technologie certes évolue trop vite, très très même vite d'ailleurs, mais en termes d'impact, en termes de création de valeur, de proposition de valeur, il y a une limite. Alors, sans doute, il faut du temps d'acculturation de la part des utilisateurs, de la part des humains, parce que bien que ce que l'on observe effectivement, c'est que les grands modèles de langage ou les IA propriétaires proviennent pour la plupart des grandes startups américaines et aussi chinoises, mais d'un minimum d'acteurs de manière générale. Donc la masse, le grand public est comme ça en train de découvrir peu à peu ces cas d'usage-là. Et c'est sans doute dans ce sens-là que je pense que pour celles et ceux qui me suivent ici, j'essaie donc justement de vous apporter l'impact où se trouvera le prochain, alors sans être très prétentieux, mais le prochain ChatGPT. Réfléchis vraiment à cette question-là, c'est d'abord comprendre au préalable ce que je vous ai dit précédemment, mais d'entrer un peu plus en profondeur dans la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, donc, dans l'architecture des transformeurs, dans les IA aujourd'hui que nous utilisons au quotidien, les ChatGPT, Claude Code, des agents intelligents, il y a un ingrédient qui est manquant dans l'impact que pourraient avoir ces outils-là dans le monde moderne. C'est tout simplement parce que ces outils-là découvrent petit à petit le monde réel.
C'est très profond ce que je suis en train de vous dire là, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue matériel et d'un point de vue conception, développement et déploiement d'architecture logicielle. Quand je dis que ces outils-là découvrent petit à petit le monde réel, au début, donc, on a eu les ancêtres de l'approche moderne de l'IA qui est venu donc avec ChatGPT, le modèle Ngram que j'ai cité, mais il y avait d'autres modèles, le LSTM par exemple, le Long Short Term Memory. Après, on a eu les transformers. Aujourd'hui, nous avons donc les grands modèles de langage et actuellement, nous sommes à l'étape des agents intelligents. D'accord? Je vous ai passé entre les deux, entre les grands modèles de langage et les architectures telles que du RAG, du MCP, du fine-tuning et tout le reste. Aujourd'hui, on est sur la partie agent intelligent. Vous voyez bien qu'en agent intelligent, on essaie donc justement de résoudre la question principale. Comment est-ce qu'une IA pourrait-elle être autonome et prendre en charge comme ça les tâches d'un humain dans un contexte donné bien précis? C'est-à-dire qu'ici, on se pose la question de savoir quelles sont les conditions, les critères, le cadre référentiel dans lequel un agent intelligent ferait sens. Bah, c'est typiquement au cœur de cette question qu'il faut entrer parce que pour l'instant, on n'a pas encore découvert réellement le point fondamental de laisser complètement, alors d'un point de vue civil, hein, même certains experts pensent aussi que d'un point de vue militaire, il y a quand même, bien que le militaire reste toujours un peu plus avancé que le côté civil, mais la question reste toujours importante parce qu'il y a toujours un humain dans la boucle. C'est-à-dire que vous utilisez les agents intelligents aujourd'hui, vous allez constater que constamment, il vous est vous êtes dans l'obligation à peu près d'apporter beaucoup plus d'éléments pour perfectionner la tâche, pour que l'IA puisse vous donner un maximum de réponses de manière précise. Donc, vous êtes encore dans l'interaction, voilà, on va dire cela autrement, dans l'interaction humain-machine, pour l'instant, en tout cas, avec les agents intelligents, c'est encore l'humain qui est obligé quelque part de driver l'agent intelligent, qui est, quand je dis driver, c'est-à-dire d'apporter beaucoup plus de contexte qu'il en faut. Donc, même si on dit et qu'on accepte qu'il y a une part d'autonomie de la part des agents intelligents, Claude Code par exemple, si vous faites du développement, ou bien d'autres, bon, dernièrement, OpenCloud qui peut accéder à vos emails, toujours est-il que il y a encore une grosse partie, par exemple, d'installation, de précision, de rappel, de mémoire. Ça, c'est très important. Donc, la faculté d'un humain, par exemple, c'est la mémoire. Un humain, vous pouvez avoir un souvenir il y a de cela 10 ans, 15 ans, etc. Bah, aujourd'hui, ça reste encore un problème dans la communauté scientifique de pouvoir résoudre ce problème-là. Claude, ChatGPT, etc., à un moment donné, en termes de stockage, il y a un problème de limite. Hein, il y a un problème tout simplement de perte de gradient parce que compiler tous vos échanges entre l'IA et la machine, alors, il y a ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. Ça compte beaucoup dans la prise en compte de la mémoire. Et voilà, typiquement, par exemple, encore une limitation des agents intelligents que nous avons aujourd'hui, des IA de manière générale. Même s'il y a de plus en plus des architectures modernes qui commencent peu à peu à repousser cette limite-là. Toujours est-il que ça reste un critère essentiel parce qu'évidemment, si on doit demain être amené à vivre avec des agents intelligents, il nous faut s'assurer que ces agents intelligents sont capables de retenir, à minima, la capacité de rétention d'un humain. Puisque, évidemment, la définition d'une IA ou d'un agent intelligent, c'est censé se rapprocher justement de l'autonomie humaine. Donc, voilà encore typiquement une faculté qui n'est pas pour l'instant adressée, parce que ça reste un challenge, hein, évidemment. Celui ou celle qui va résoudre ce problème-là, je vous garantis que vous aurez créé le prochain ChatGPT et voire encore d'autant plus. Donc, il y a ce problème-là. Il y a surtout, évidemment, donc la question centrale, c'est trouver réellement le monde
donc trouver dans le monde réel ce qui va être potentiellement être embarqué dans une machine, dans un agent intelligent. Qu'est-ce qui ferait que, dans mon observation du monde réel, bon, les voitures autonomes, on l'a vu, on le voit constamment que de plus en plus, ce sont des agents intelligents qui deviennent très très efficaces et autonomes au fur et à mesure. Mais la question centrale reste celle-là. Observez autour de vous, observez le monde, observez la physique du monde, d'accord, les lois physiques et évidemment la structure de la société, les interactions entre les humains. Qu'est-ce qui fait que dans un domaine précis, dans un business, dans une société, la culture, les événements, les relations, qu'est-ce qui renforce ces éléments-là entre humains? Et voyez dans quel cadre maintenant l'IA ou un agent intelligent pourrait être inséré. Et fait le lien entre ces deux, donc la technologie et votre observation, va vous demander, va recourir pardon, de votre part le fait de comprendre justement les relations fondamentales et interactions dans la société pour justement faire le lien avec la technologie. Je vais m'arrêter là, je pense que j'en ai assez dit, mais sérieusement, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'intelligence artificielle, il vous faut avoir un recul sur la technologie. C'est très bien déjà les présentations sur ChatGPT, l'étude et tout le reste, mais il vous faut également comprendre, cette fois-ci, comprendre le monde réel. Et moi, je pense que celles et ceux qui vont dominer, qui seront en tête du peloton demain dans, on va dire, dans ce marché, dans cet écosystème de l'IA moderne, ça sera en fait des individus qui auront compris le sens de l'humanité. Alors, je suis pas dans un jugement moral, c'est bien ou pas, si demain on est remplacé par des robots. Non, je vous dis simplement le sens, l'évolution de l'histoire et comment je pourrais tout de suite compresser le temps et de créer aujourd'hui, dès aujourd'hui, justement un outil capable de prendre en compte cette vision d'ensemble. Voilà, les amis, ce qu'il faudrait comprendre autour de l'intelligence artificielle. Je vous remercie de m'avoir suivi. Restez concentrés. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est très essentiel pour moi. Et ça me permettra, bien évidemment, de vous donner les prochaines fois d'autres informations complémentaires ou supplémentaires sur cette technologie qui est fascinante. Merci et à la prochaine. Au revoir.